Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une de l'actualité. Ce soir, retour sur cet hommage national. Le chef de l'État a inauguré le mémorial du capitaine Mbaye Diagne, héros sénégalais, symbole universel de bravoure. Décédé au Rwanda en 1994, son sacrifice est immortalisé, inspirant les générations à venir. À la veille de l'élection présidentielle, le ministre de l'Intérieur confirme le déploiement réussi du matériel électoral dans l'ensemble des centres de vote de la région de Dakar. Il promet un scrutin rapide et transparent grâce à des mesures innovantes. Nous irons aussi à Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kaolack pour découvrir les préparatifs sur le terrain. Et puis, la RTS célèbre le Ramadan en offrant kits alimentaires et soutien financier à 44 prédicateurs religieux poursuivant une noble tradition de 12 ans sous le signe de la fraternité. Un geste salué lors d'une cérémonie présidée par le directeur général Racine Talla. Vous l'entendrez. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. D'abord, cet hommage solennel à un héros sans pareil. Le président de la République a inauguré le mémorial dédié au capitaine Mbaye Diagne. Mort en héros au Rwanda en 1994, il reste un symbole éternel de bravoure et d'honneur pour le Sénégal et au-delà. Cette cérémonie, plus qu'un acte de mémoire, inscrit son courage dans l'éternité de notre histoire nationale. Oumar Nying. Les honneurs de la nation avec le président de la République en tête. Aujourd'hui, le Sénégal rend hommage à un héros national et mondial. Un mémorial élevé en l'honneur du capitaine Mbaye Diagne, exemple d'altruisme, de courage, de haute vertu militaire et humaniste. Il est mort au Rwanda le 31 mai 1994. Le matin du 7 avril, Mbaye Diagne, on était en communication. C'est le matin qu'il m'a appelé pour me dire on commence à avoir des tueries, Landoual est mort, la première ministre des gens viennent de le prendre. Comme c'est un homme de contact, il était parti voir nos amis sénégalais, un certain M. Daf, qui travaille au PNUD. Et c'est là où les événements l'ont surpris. Je lui conseille de ne pas rentrer la nuit. Il est resté là-bas la nuit. Mais la maison de M. Daf faisait face, dans le prolongement de la rue, à la maison du Premier ministre. C'est là où il a vu, effectivement, les gardes venir récupérer la Première ministre et son mari, pour les amener. Quand ils sont partis, Mbaye est sorti de chez Daf, il est parti à la maison, il a trouvé les enfants cachés. Il les a récupérés, il les a cachés chez Daf. Et il a appelé pour dire, j'ai les enfants d'eux. Les témoignages des compagnons et frères d'armes sont éloquents. En vrai djambar, il s'est illustré par une bravoure sans commune mesure, justifiant l'hommage du président Macky Sall. Le capitaine Mbaye Diagne a rang de héros national. Il incarne les valeurs cardinales de notre société. Par ses hauts faits d'armes, par ses exceptionnelles qualités d'humanisme, il a grandement contribué au prestige du Sénégal à travers la médaille capitaine Mbaye Diagne de l'Organisation des Nations Unies. C'est pourquoi, au nom de la nation, j'ai décidé de rendre hommage à ce grand soldat en lui dédiant ce mémorial. Puisse son exemple inspirer les citoyens pour la grandeur de notre pays. À travers cette stèle, le président de la République Macky Sall a voulu pérenniser la mémoire de ce grand soldat qu'il offre en modèle à la population, à la jeunesse en particulier. Chers jeunes, vous avez choisi le capitaine Mbaye Diagne comme modèle. Vous ne manquerez pas alors de vulgariser dans vos milieux ces valeurs de civisme,
de citoyenneté, de patriotisme, mais surtout de courage. Je voudrais encore une fois remercier la famille et lui témoigner la reconnaissance et le respect de la nation. Je salue la veuve et les enfants du capitaine Mbaye Diagne, ainsi que ses parents ici présents. Soyez à jamais fiers de cet officier au courage et au patriotisme hors pair. Les morts ne sont pas morts, disait Birago Diop. Le capitaine Mbaye Diagne n'est pas mort, il est parmi nous. Et il restera à jamais parmi nous. Je demande au ministre de la Culture, représenté ici par le secrétaire général du ministère, de verser le mémorial capitaine Mbaye Diagne dans le patrimoine culturel du Sénégal. Je confie la garde et l'entretien de cette place, de ce mémorial, au chef d'état-major général des armées. Le ministre de l'Urbanisme y détachera 3 jardiniers en permanence. Le capitaine Mbaye Diagne représente le militaire post-indépendance, donc le soldat de la République. Il est accueilli dans la place du tirailleur par les grands anciens qui veillent sur les jeunes par leur enseignement et les vertus cardinales qu'ils incarnent. Le pont est déjà établi avec Demba et Dupont en face. Les bras tendus d'une stèle vers l'autre symbolisent ces liens intergénérationnels des militaires. L'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Jean-Pierre Karambarang, était l'invité du journal de 13h. Il s'est exprimé sur ce geste du président Macky Sall à l'endroit de feu le capitaine Mbaye Diagne, suivant l'entretien qu'il a accordé à la RTS. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, de m'avoir associé à cette importante cérémonie qui arrive au moment où, au niveau mondial et au Rwanda, nous allons commémorer la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, justement au Rwanda en 1994. C'est un moment historique. Hier, j'ai pu assister à cette cérémonie. C'est historique, c'est un geste fort que son Excellence le Président a posé. Et c'est très important pour tout le monde, pour l'humanité, parce qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité. Et un homme comme le capitaine Mbaye Diagne, qui a donné sa vie en train de sauver des vies, mérite amplement cet hommage. Et le Rwanda a été le premier à honorer le capitaine Mbaye Diagne. Que représente pour vous cet homme? Alors, le capitaine Mbaye Diagne, pour nous au Rwanda, c'est un héros. D'ailleurs, il a été décoré par le chef de l'État, son Excellence, le président Paul Kagame, en 2010, avec la médaille Umurinzi. Umurinzi, ça veut dire en français protecteur. C'est une médaille qui est décernée à toutes ces personnes qui ont tout fait, en fait, pour essayer de sauver des gens, et arrêter le génocide, avec des actes souvent très courageux. Et dans le cas de capitaine Mbaye Diagne, voilà, il a payé le prix fort, il a perdu la vie. Alors, on sait ce qu'il a fait, on sait qu'il avait le choix. Il pouvait ne pas y aller, il ne pouvait ne pas s'engager. Lui, avec ses compagnons d'armes et le contingent sénégalais à l'époque qui était au Rwanda, pouvait faire comme d'autres qui ont décidé d'abandonner, de quitter le Rwanda parce que les massacres commençaient, c'était horrible. Et on a des contingents qui sont partis, qui ont quitté le Rwanda, qui ont abandonné les Rwandais. Mais le contingent sénégalais est resté. Le capitaine Pouvez-vous Mbaye Diagne. revenir sur ses exploits? Oui. Les exploits du capitaine Mbaye Diagne. Il a beaucoup fait, on ne peut pas dire tout ce qu'il a fait, mais brièvement. Lui et ses compagnons d'armes ont sauvé plus d'1 millier de personnes. Principalement, vraiment dans la ville de Kigali. Ils ont sauvé des gens dans les maisons. Ils recevaient des appels parce qu'ils venaient de passer quelques jours, quelques mois au Rwanda. Ils connaissaient des gens et les gens les connaissaient.
Donc, il répondait aux appels à gauche et à droite parce que les gens étaient menacés, parce que les noms des gens assassinés étaient cités à la radio, à la télévision. Et ces gens qui savaient qu'ils étaient menacés faisaient appel à lui pour venir les aider. Il n'a pas eu peur. Il est passé à travers les barrières. Il a été souvent arrêté par les miliciens. Il a été menacé à plus d'une occasion, avec souvent une arme sur la tempe. Mais il n'a pas eu peur, il n'a pas été impressionné par ces miliciens. Il a continué à sauver des gens. Et puis plus tard, il a continué à faire des missions très risquées, aller dans les maisons, dans les quartiers inaccessibles, aller chercher les gens qu'il connaissait, les gens qu'il avait appelés. Et souvent, sous une pluie de bombes et de tirs. Il a été courageux, le capitaine. Il a été très, très courageux et nous le remercions aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous vivons avec les familles qu'il a sauvées. Ils sont là, ils ont eu des enfants. C'est quelque chose qu'on ne va pas oublier. Et bien sûr, c'est lui, avec les autres qui étaient avec lui, qui aussi ont affronté. Ils ont affronté le pire, mais ils ont tenu bon. Et voilà, c'est vraiment important qu'il soit reconnu aujourd'hui, 30 ans après, au moment où nous commémorons justement le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Excellence, vous l'avez dit, le capitaine Mbaye Diagne a beaucoup fait pour le Rwanda. Il symbolise le trait d'union entre le Rwanda et le Sénégal. Son legs a-t-il participé au renforcement des relations entre les deux pays? Oui, absolument, absolument. Son sacrifice vraiment est venu cimenter déjà les relations qui étaient excellentes entre nos deux pays. Déjà, les relations entre nous existaient depuis 1962. Mais son acte, son courage et ses actions sont venus renforcer cet esprit de fraternité entre nos deux peuples. Et surtout, ça a permis de connaître mieux le Sénégal. On connaissait, au Rwanda, on connaissait le Sénégal comme un pays un peu ami, un peu lointain. Mais aujourd'hui, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît parce que on en parle beaucoup au Rwanda, à chaque occasion, pendant les périodes de commémoration. Les gens, ils visitent les mémoriaux. Il est là-bas, il a été décoré par le chef de l'État et tout le monde le connaît au Rwanda et la nouvelle génération le connaît aussi. Donc, il a vraiment participé au renforcement des relations entre nos deux pays. Et vous êtes au Sénégal depuis décembre 2020. Pouvez-vous revenir sur les grands axes de coopération entre le Sénégal et le Rwanda? Oui, voilà, donc je suis ici depuis 2020. Vraiment, c'est un plaisir d'être ici. Je remercie le chef de l'État, M. Paul Kagame, qui m'a affecté ici, et puis au président Macky Sall qui m'a accepté. Et puis depuis 2020, justement, je suis arrivé en plein Covid. C'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, nous continuons à cimenter des relations de coopération entre nos deux pays. On a vraiment une palette assez large des activités que nous menons ensemble au niveau bilatéral et puis au niveau multilatéral. Et au niveau bilatéral, déjà, nous avons une ambassade ici depuis 2011 et puis nous avons une ambassade du Sénégal à Kigali depuis 2020 exactement. Cela permet de renforcer ces relations. Nous avons des échanges au niveau commercial. Nous avons des délégations du Rwanda qui viennent. Par exemple, on a eu une délégation du Rwanda qui a participé au FIDAC de décembre de l'année passée. Nous avons des délégations sénégalaises, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires qui vont au Rwanda. Nous avons des échanges qui se développent chaque jour. Nous travaillons ensemble dans beaucoup de secteurs, le secteur de la santé. Comme vous le savez, le Rwanda et le Sénégal ont été les premiers pays à bénéficier de ce projet qui va fabriquer les vaccins, à produire des vaccins sur le continent. D'ailleurs, son Excellence, le président Macky Sall, était au Rwanda lorsque nous avons inauguré ce projet de fabrication de vaccins au Rwanda. Nous avons une coopération très approfondie dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la gouvernance, dans le secteur de l'environnement, dans le secteur du sport. D'ailleurs, comme vous le savez, l'entraîneur de l'équipe rwandaise féminine de basket est dirigé par un Sénégalais de très grande renommée. Et nous avons
une coopération au niveau de la Basketball Africa League avec le président Amadou Gallo-Fall. Et nous avons une coopération au niveau culturel. D'ailleurs, l'année passée, comme vous le savez, Youssou N'Doye était au Rwanda avec son équipe pour une prestation devant le chef de l'État et ses invités. Et puis, nous avons beaucoup d'autres activités au niveau coopération, au niveau de la culture, les monuments, les musées. Et vraiment, on a une... Et c'est pour dire que la coopération se porte très bien. La coopération se porte très, très bien, mais bien sûr, il y a des possibilités de faire mieux, et surtout dans le secteur des échanges commerciaux. Donc, nous y travaillons. Quelles sont les perspectives? Alors, elles sont bonnes parce que aujourd'hui, le climat des affaires au Rwanda et au Sénégal est très, très bon. C'est très facile au Rwanda, pour les Rwandais de venir ici au Sénégal. On n'a pas besoin de demander de visa. Donc, les Rwandais viennent ici comme chez eux. Les Sénégalais qui vont au Rwanda n'ont pas besoin de visa. Ils vont là-bas et les échanges vont continuer à augmenter. Et puis, on essaye de faire en sorte que même les jeunes puissent avoir des échanges. D'ailleurs, on avait une équipe de jeunes de Corps Africa qui est basée ici à Dakar. Un groupe de 28 jeunes qui sont partis en immersion au Rwanda l'année passée. Ils sont restés 20 jours. Donc, comme cela, on espère qu'avec la nouvelle génération, les nouvelles générations vont se connaître mieux et vont renforcer les liens déjà existants entre nos deux pays. L'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, invité du JT du 13h Week-end avec Aminata Mbengue Fall. Le palais de la République, comme vous ne l'avez jamais vu, Atouma Ndiaye et Lamane Baye dévoilent un documentaire inédit explorant l'héritage monumental de ce site emblématique, de sa fondation à son rôle actuel, en passant par les 18 gouverneurs et présidents qui y ont résidé, plongé au cœur d'un voyage à travers le temps, un récit fascinant narré par l'archiviste et animateur de l'émission Dembaktaï à la RTS, Atouma Ndiaye, que je vous propose de suivre au micro de Fatmata Banelba. Vous savez, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, est féru d'histoire. Et il souhaite aussi que régulièrement notre patrimoine historique soit revisité. C'est dans cette optique qu'il a trouvé l'idée de vraiment faire un documentaire sur le palais de la République. Et nous l'avons fait pratiquement pendant 3 ans. Sa conception, sa réalisation émane d'abord de la création de ce qu'on appelle la Fédération de l'Afrique occidentale française. Vous savez, c'est le 16 juin 1895 que Félix Faure, qui était alors le président de la République française, a donné l'initiative de créer l'AOF. Donc, le premier gouverneur du nom de Jean-Baptiste Chaudié fut nommé à Saint-Louis. Il était en même temps dans le même palais à Saint-Louis que de Lamotte, qui était aussi le gouverneur du Sénégal. Quelques années plus tard, en 1902, on a trouvé vraiment que l'idée serait de déplacer la capitale. Donc Dakar fut choisi en tant que capitale de l'AOF, alors que Saint-Louis resterait la capitale du Sénégal. Il fallait donc, en ce temps-là, créer les conditions, et notamment construire une résidence pour abriter le nouveau gouverneur qui était Ernest Roume. Donc, c'était en 1902. Alors, le travail a commencé en 1903. Il a été réceptionné le 17 juin 1907 et a commencé à abriter. 18 gouverneurs généraux ont habité ce palais. Et c'est important de souligner que Senghor a pris le premier décret du 22 septembre 1960 qui désigne maintenant l'appellation du palais sous le nom du palais de la République. Ce soir, juste après le JT de 20h, ne manquez pas ce documentaire exceptionnel sur le palais de la République. Un voyage à travers l'histoire et les couloirs du pouvoir à suivre.
Absolument. À la veille de l'élection présidentielle, le matériel électoral a été déployé avec succès dans tous les centres de vote de la région de Dakar, assure le ministre de l'Intérieur lors de sa tournée de vérification, avec des dispositions particulières dont l'installation d'abris provisoires dans les grands centres. Dakar se prépare pour un vote rapide et transparent, nous dit Anaïs Nyanyamane. Centre de vote École Adolphe Diagne de Guédiawaye, une des premières étapes de la visite du ministre de l'Intérieur. En cette veille d'élection, Makhtar Cissé a parcouru les 5 départements de Dakar pour vérifier l'effectivité de la mise en place du matériel électoral. Nous avons parcouru ce matin les 5 départements de la région de Dakar pour vérifier la mise en place du matériel électoral. Et vous avez constaté avec nous que le matériel était disponible dans l'ensemble des centres que nous avons visités. Et par extension, nous présageons qu'il en est de même dans tous les autres centres de vote. Et de ce point de vue, l'organisation matérielle ne devrait pas connaître de difficultés majeures. Il y aura toujours, le jour du scrutin, peut-être quelques détails que nous ne souhaitons pas. Une consultation électorale dans un pays démocratique comme le Sénégal doit être banalisée. Ça doit être un moment de respiration et non un moment de tension. Donc j'en appelle à la vigilance de tous les acteurs, j'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs pour que le scrutin demain puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Occasion pour rendre également hommage aux forces de l'ordre et de sécurité qui sont mobilisées, comme vous le constatez, pour sécuriser le vote, pour sécuriser l'ensemble des opérations, pour sécuriser les électeurs eux-mêmes et sécuriser tous ceux qui seront amenés à intervenir, parce que nous avons beaucoup d'invités dans les centres et dans notre pays avec les observateurs qui y séjournent. C'est notre devoir de veiller sur leur sécurité, de veiller sur la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Et nous appelons les différents acteurs à nous aider à faciliter le travail des forces de défense et de sécurité qui sont amenés à collaborer également avec la presse pour faciliter le travail de collecte de l'information. Parce que le premier critère de la transparence, c'est la bonne information. S'il y a une bonne information, nous partons sur de très bonnes bases pour qu'il y ait de la transparence. Dans certains centres, des abris provisoires sont installés. L'objectif est de permettre aux électeurs d'effectuer rapidement et en toute liberté leurs droits civiques. Alors que l'horloge électorale compte les dernières heures avant le scrutin présidentiel à Matam, le matériel essentiel au bon déroulement du vote est non seulement arrivé à destination, mais également soumis à une inspection minutieuse avant de prendre la route vers les différents centres de vote. Chaque pièce passe sous l'œil vigilant des autorités. Bachirba. À la préfecture de Matam, l'heure est au dernier réglage avant acheminement du matériel électoral. En présence des forces de l'ordre et sous la supervision de l'autorité administrative, on procède à toutes les vérifications nécessaires. Le matériel est arrivé et nous avons déjà conditionné. Vous nous avez trouvé en pleine vérification avec les forces de défense et de sécurité pour que le déploiement soit assez facile, pour qu'il n'y ait pas de vérification sur le terrain. Bulletin des candidats, enveloppe, urne, encre indélébile et isoloir, tout est contrôlé avant d'être scellé. Les 350 bureaux répartis dans 119 lieux de vote seront tous servis. Le samedi matin, puisqu'on est dans la commune de Matam et de Ourossogui, qui ne sont pas loin, on peut déposer très rapidement le matériel électoral. Alors pour mes arrondissements, les sous-préfets ont pris les dispositions. À quelques heures du scrutin, des cartes d'électeurs sont encore en souffrance dans ces locaux. 9 263 ont été distribués. Et il nous reste aujourd'hui 4 400 cartes à retirer. Tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de l'élection à Matam. Les membres des bureaux ont été sélectionnés et ils ont bénéficié des formations pour mener à bien leur mission. À Tambacounda, les urnes prennent position. Le matériel électoral a été distribué dans les 18 centres de vote de la commune sous l'œil vigilant du chef du bureau électoral et de son équipe avec la participation active des forces de défense et de sécurité. Tchorodia. C'est après la rupture du jeûne que le préfet et son équipe se sont donné rendez-vous à la préfecture pour ficeler leur liste. Après le dispatching, le chef du bureau électoral à bord d'un pick-up procède à l'acheminement du matériel électoral dans les différents lieux de vote.
Donc on a commencé l'acheminement du matériel électoral au niveau des différents lieux de vote. Donc comme vous avez vu, on était venu, donc on s'est présenté à l'agent de sécurité. Donc on a procédé à la vérification. Donc on est en train de vérifier actuellement le matériel pour voir maintenant, pour pouvoir vérifier peut-être s'il y aurait des manquants ou aussi les rectifier. Après la préfecture, direction école Sarreguilé 2. Dans ce centre de vote, 7 bureaux seront opérationnels le jour J. L'élection débutera le dimanche 24 mars 2024. Donc une élection qui est tombée au mois de Ramadan. Donc c'est un mois, d'abord c'est un mois béni, mais un mois vraiment difficile avec la canicule de Tambacounda. Donc ce que j'ai au moins à demander à la population de Tambacounda, c'est de venir voter dans la sérénité et de rentrer aussi dans la sérénité. L'élection présidentielle, bon, c'est une élection, au moins une élection démocratique. Donc ce que nous souhaitons au moins, c'est de venir dans la sérénité et de voter dans la sérénité, bon, afin que le meilleur gagne. Après, cap sur le centre de vote de l'école élémentaire Sarreguilé 2. C'est ainsi que l'équipe de distribution du matériel électoral a procédé pendant toute la nuit pour acheminer le matériel dans les 102 bureaux de vote que compte la commune de Tambacounda. Toujours à Tambacounda, la commission électorale départementale autonome a pris les devants en équipant minutieusement contrôleurs et superviseurs, assurant ainsi la tenue d'un scrutin exemplaire. On reste avec vous, Thiorodia. À la CEDA de Tambacounda, l'heure est au dernier réglage. Dans cette salle de conférence, tous les documents dont auront besoin les contrôleurs et les superviseurs sont déjà disponibles. Ces registres seront acheminés dans les 358 bureaux de vote que compte le département de Tambacounda. Ici, c'est la salle de tri. Nous avons rangé les registres d'émergement et les documents pour les superviseurs et les contrôleurs. Donc, ici, c'est la commune de Tamba. Donc, il y a les pochettes qui sont déjà faites pour les contrôleurs et les superviseurs. Donc, là, c'est les autres communes qui sont là. Les documents sont aussi rangés. Donc, au niveau des cartons, ce sont les circuits. Donc, dans chaque circuit, on range tous les documents des superviseurs et contrôleurs qui doivent emprunter ce circuit. Donc, les circuits qui doivent aller sur Maka et Koussanar sont déjà sur place. Cette année, pour s'adapter au contexte, l'électeur n'a pas l'obligation de prendre tous les bulletins pour voter. Nous avons effectué la formation des superviseurs et des contrôleurs. C'était pour les outiller à mieux préparer le rôle de contrôle et de supervision au niveau des lieux de vote et des bureaux de vote. Nous leur avons dit aussi, face aux 19 candidats, il faudra juste prendre au minimum 5 bulletins, que les électeurs sont autorisés à prendre au minimum 5 bulletins pour aller voter. Oui, vous savez, il faut s'adapter par rapport aux réalités. Donc, le bureau doit ouvrir à 8 heures, pas avant, peut-être après, mais pas avant 8 heures. Donc, on ne peut pas prendre le khede pour venir. Tu peux prendre le khede pour venir attendre, pour ne pas être trop en arrière. Donc, pour pouvoir voter vite. Mais quand on vient, que les gens se respectent et se suivent un par un, et à 8 heures, quand on ouvre, que chacun passe un par un et voter et rentrer chez soi. Ici, à la préfecture de Tamba, plus de 1000 cartes d'électeurs sont en souffrance. Le président de la commission exhorte les populations à effectuer le déplacement pour retirer leurs cartes. Au début, il n'y avait pas de monde. C'est avant-hier presque, je peux dire. Ouais, c'est avant-hier qu'ils ont commencé à bousculer pour venir prendre leurs cartes. 1521. Ouais. Nous allons distribuer jusqu'au samedi 23 à minuit. Je m'adresse à la population en leur disant de venir récupérer leurs cartes. Parce que les cartes dorment ici depuis lors. Il y a beaucoup, vous voyez, 2017, ça est là, 2018, ça est là, 2021, ça est là, 2023, ça est là. Donc ils n'ont qu'à venir récupérer leurs cartes. C'est mieux. Superviseurs, contrôleurs, présidents de centres et de bureaux de vote n'ont qu'un seul souhait, diligenter l'opération jusqu'au bout, sans faille. Le jour J, l'électeur devra se munir de sa carte d'électeur pour voter. Les contrôleurs et les superviseurs devront indiquer aux électeurs les différentes étapes du processus.
Kolda est également fin prêt pour un bon déroulement du scrutin. Le gouverneur de la région assure que tout est en ordre pour un vote serein et efficace, suivant les explications du gouverneur de la région de Kolda au micro de Dame Silla. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer un bon déroulement du scrutin. Actuellement, au niveau des bureaux de vote, depuis vendredi, même jeudi après-midi, on a démarré la mise en place des forces de défense et de sécurité dans les zones les plus reculées où l'armée doit se déployer. Donc, la mise en place a démarré le jeudi après-midi. On a poursuivi cette mise en place, ce déploiement jusqu'à aujourd'hui. Et il fallait attendre le positionnement des forces de défense et de sécurité pour mettre en place le matériel électoral. Ce qui veut dire que le matériel électoral aussi est déjà mis en place. Pour la majeure partie des bureaux de vote, c'est effectif. Et même pour ceux qui restent, on devrait compléter ce matin parce qu'on attendait la dernière vague de forces de défense et de sécurité pour compléter. Heureusement, cette année, la DG a très vite réagi pour nous amener le matériel très tôt, ce qui fait qu'on n'a pas eu de problème de conditionnement, on n'a pas eu de problème de délai pour mettre en place le matériel électoral et tout est au point actuellement pour pouvoir démarrer le scrutin. On a, au niveau de la région, pour les lieux de vote, on a 452 lieux de vote pour la région, répartis entre les 3 départements que sont Kolda, Médina Yoro Foulah et Vélingara, avec un plus grand nombre de lieux de vote à Vélingara, 197, Médina Yoro Foulah 88 et 167 à Kolda. Maintenant, pour les bureaux de vote, on a 695 bureaux de vote pour toute la région de Kolda, pour un effectif électoral qu'on appelle nombre d'électeurs, un effectif électoral de 265 435 électeurs. Et réparti en 695 bureaux de vote, c'est une bonne répartition. Cela veut dire que si tout se passe bien et que les électeurs se présentent, on peut procéder aux différentes opérations de vote, aux différentes opérations électorales, clôturer à temps et pour faire le travail nécessairement sans trop de difficultés quand même. À Ziguinchor, le gouverneur a effectué une tournée stratégique dans les centres de vote assurant un dispositif opérationnel pour un bon déroulement du scrutin avec un taux impressionnant de 65,6% de cartes d'électeurs récupérées. La mobilisation citoyenne promet une participation significative. Mariama Bangoura. À quelques heures du scrutin présidentiel, le gouverneur de la région de Ziguinchor a effectué sa traditionnelle tournée pour s'enquérir de la situation. Des dispositions prises dans les lieux de vote. Première étape, Bignona. Nous avons noté quand même que les centres sont prêts, tout le matériel nécessaire est déjà sur place. Les forces de défense et de sécurité qui doivent veiller au bon déroulement du scrutin sont également déjà sur place. Et nous avons même trouvé dans certains lieux de vote des membres de bureau qui se sont présentés pour procéder à la vérification du matériel et s'assurer que demain, aucun élément ne leur fera défaut pour que le scrutin puisse démarrer conformément aux dispositions du code électoral à 8h00. Tout est fin prêt pour le bon déroulement du vote dans la région. Quant aux électeurs, ils sont estimés à plus de 300 000 dans les 3 départements. 697 bureaux qui sont répartis dans les 3 départements, ainsi que les 30 communes qui constituent les circonscriptions électorales. Et en termes d'électeurs, la région compte 308 260 électeurs. Et vous remarquerez quand vous faites une analyse détaillée de cette carte électorale qu'en termes de poids électoral, le département de Bignona arrive en tête, suivi de celui de Ziguinchor et celui de Oussouye boucle la boucle. À Bignona, le gouverneur s'est aussi rendu à Tengori avant l'étape de Ziguinchor. Partout, l'administration territoriale a pris les mesures nécessaires et lance un appel aux acteurs pour une élection apaisée. Pour que cet objectif soit atteint, il faut effectivement le concours et la collaboration des autres acteurs. Il y a bien évidemment les électeurs et nous les invitons à venir dans le calme, dans la paix, la sérénité. Et d'ailleurs, je le rappelle assez souvent, pour moi, dans une démocratie, le jour de l'élection doit être considéré comme une fête. Parce que c'est ce jour où l'électeur a la possibilité, de façon légale et réelle, d'influer sur la marche de son pays.
En cette veille de scrutin, nombreux sont les électeurs dont les cartes dorment encore dans les commissions électorales. Le taux de retrait est estimé à 65,6% après la révision des listes électorales de 2023. Les commissions restent ouvertes aujourd'hui jusqu'à minuit pour permettre aux retardataires de récupérer leurs cartes. Kaolack se mobilise également pour le vote. 465 014 électeurs sont attendus aux urnes, répartis dans 540 lieux de vote et 1055 bureaux. Toutes les mesures ont été prises pour assurer un bon déroulement fluide et transparent. Plus de 700 agents de la SEDA veilleront au bon déroulement des opérations électorales. Claire Diop. La population électorale de Kaolack place la région en 5e position après Dakar, Thiès, Diourbel et Saint-Louis. Sur le terrain, la situation se dessine ainsi. 465 014 électeurs. Ces derniers sont répartis dans 540 lieux de vote subdivisés en 1055 bureaux de vote. Au niveau territorial, pour la carte par département, une certaine disparité est constatée. Pour le département de Guinguinéo, le nombre d'électeurs est estimé à 58 558. Le département de Nioro compte 233 lieux de vote, regroupant 372 bureaux de vote. Une population électorale estimée à 152 050. Et enfin, le département de Kaolack, qui est la plus grande circonscription électorale, compte 199 lieux de vote, regroupant 531 bureaux. Une population électorale estimée à 254 406 électeurs. À ce stade, le dispositif opérationnel et organisationnel est déjà en place pour permettre un scrutin dans des conditions optimales. Tous les préparatifs électoraux en termes d'actes réglementaires déjà à prendre relativement à la mise en place des commissions de distribution des cartes d'électeurs, relativement également à la nomination des membres du bureau de vote qui doit en valider la composition. Sur le plan opérationnel, nous avons reçu tout le matériel pour tous ces bureaux de vote. Ce matériel également a été éclaté au niveau des préfets et sous-préfets et conditionné par bureau de vote. Concernant les cartes d'électeurs également, la situation est faite. Plus de 9000 pièces sont toujours en souffrance dans les différentes commissions. Les autorités administratives de la région ont reçu un lot de 30 968 cartes d'électeurs. Sur ce lot, 23 696 ont été effectivement retirés par leur propriétaire. Ce qui fait qu'il nous reste un lot de 9 272 cartes en souffrance au niveau des différentes commissions de distribution mises en place et qui sont au nombre de 48. Pour un bon déroulement de ces joutes électorales, la SEDA, Commission électorale départementale autonome, contrôle et supervise l'ensemble des opérations. Plus de 700 de ces agents sont déployés sur le terrain. À 7h30, tous nos agents doivent être en place, qu'ils soient dans la commune de Kaolack ou en tout cas dans les communes rurales. Alors, ils doivent être tous en place à partir de 7h30. Et nous, à notre niveau, à partir de 7h30, on va commencer à téléphoner pour voir effectivement si les gens sont sur place. D'abord avec les présidents de bureau de vote pour contrôler si nos agents sont déjà sur place. Parce qu'en fait, s'ils ne sont pas sur place, ça bloque un peu l'opération. La SEDA veille en particulier à la bonne organisation matérielle du processus. Sa mission, assurer le contrôle et la supervision des différentes opérations liées au scrutin, apporter les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. Ses membres sont déployés au niveau des lieux de vote sur tout le territoire régional. Et justement, ce soir, nous vous proposons une immersion au cœur des cortèges présidentiels avec un dispositif digne d'un chef d'État, gyrophare, garde rapprochée, équipe médicale, staff de communication. Découvrez comment ces équipes façonnent l'image d'un potentiel président. Ibrahima Pabidiayou dissèque l'art de la communication politique et l'influence cruciale des conseillers dans la conquête du pouvoir et du palais de la République. Voici son reportage. Dans cette course effrénée vers le palais de la République, ils ont tous enfilé le costume de président. De la mise à la prise de parole, en passant par leur sécurité, rien n'a été négligé par ces candidats. Ils sont tous
dans la peau d'un président. Normal, et il faudra dès lors les appeler par ce titre. Regardez un peu durant la campagne, qu'est-ce qui entoure le président? Il y a un staff, il y a des gyrophares, il y a des médecins, il y a tout un personnel autour, n'est-ce pas, du président. Finalement, lui se surprend parce qu'on ne l'appelle plus par son nom, on l'appelle Monsieur le Président. Et lui, il se prend au jeu. Il se prend au jeu, il se surprend à être président. Mais c'est au soir, n'est-ce pas, du dimanche, qu'il saura s'il l'est ou il ne l'est pas. Chacun a intérêt à vraiment à jouer, n'est-ce pas, le personnage, n'est-ce pas, du président jusqu'au bout. Parce que s'ils ne parviennent pas à le faire, vous entendez souvent les gens dire « il n'a pas l'étoffe ». Dans cette conquête de voix, ces potentiels locataires du palais sont pour la plupart entourés de conseillers en communication. Le rôle de ces derniers est capital. Tout simplement parce que c'est pour les conseiller à toucher le maximum de cibles. Quand vous avez un parti politique ou bien une coalition de partis politiques, de mouvements ou d'associations, il y a des personnes qui vous sont acquises. Mais il y a d'autres personnes qui ne militent dans aucun parti politique et vous avez intérêt et besoin de toucher ces cibles-là. Donc chaque cible a sa réalité, chaque localité aussi a sa réalité. C'est en fonction de tout cela que les experts en communication essaient, n'est-ce pas, de proposer, disons, un message et aussi la démarche. Hein, voilà, donc vous allez voir dans une localité où on va demander au candidat, écoute, vous êtes en territoire Diola, saluez en Diola. Vous êtes en territoire, n'est-ce pas, Mandeng, saluez en Mandeng. Tout ça, parce que quand vous saluez dans la langue du terroir, évidemment, les personnes, n'est-ce pas, vivant dans ce terroir-là s'identifient à vous. Si vous allez à Popenguine, ou bien à Touba, ou bien à Tewaon, il est évident que le discours que vous tenez est différent du discours que vous tenez, par exemple, aux populations, aux communautés de Sabodola. Donc ce sont des éléments de langage qui sont préparés. Le digital et autres supports sont aussi non négligeables. Parce que ce sont différents supports. Ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes d'affichage avec le tractage, suivant différents formats. Vous verrez par exemple un candidat avec une belle image, ça permet à l'électeur d'identifier tel ou tel candidat. Donc en dehors de ça également, il y a d'autres supports qui sont utilisés aujourd'hui. On est dans le monde du digital, avec la communication digitale. Mettre dans la peau d'un président, ça veut dire qu'ils sont dans le faire croire. Et dans ce faire croire-là, évidemment, comme disait Machiavel, ce n'est pas ce que les gens pensent qui est important en politique, c'est ce que les gens voient. La campagne présidentielle, c'est aussi et surtout le coût financier. Ce volet est certes important, pour autant, il ne peut être la seule clé qui ouvrira les portes du palais. Tous les candidats n'ont pas ces moyens-là. Il y a même des candidats qui n'ont pas les moyens de s'attacher les services de vrais communicants. Maintenant, en politique, il y a toujours vraiment cette opportunité de pouvoir s'adapter, n'est-ce pas, à un contexte. On se souvient de 2000. Wade n'avait pas de moyens du tout. Et pourtant, ils ont inventé la caravane bleue. Donc, c'est cela. Donc, il faut être inventif. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les moyens que je n'y arriverai pas. Non, soyez inventif. Et ça, vous avez besoin vraiment d'excellents conseillers qui peuvent vous dire, vous n'avez pas les moyens, mettez l'accent sur tel ou tel aspect, n'est-ce pas, du discours, et ça marchera à coup sûr. Les Grecs, pardon, avec Aristote, il dit, il y a trois choses, n'est-ce pas, qu'il faut distinguer. Lorsqu'on s'adresse, n'est-ce pas, à une foule, il y a d'abord la tête, vise la tête, ça veut dire que des gens, les hommes et les femmes sont rationnels. Et si vous voulez vraiment qu'ils entendent le discours, il faut structurer ce discours de manière à ce que vraiment la logique prédomine, n'est-ce pas, dans ce discours-là. Donc ça, ce sont des électeurs rationnels. Maintenant, à côté des électeurs, n'est-ce pas, rationnels, vous avez des électeurs irrationnels. C'est-à-dire c'est des gens émotifs, des gens, n'est-ce pas, qui sont à l'écoute, n'est-ce pas, de leurs émotions. Ceux-là, quand tu veux vraiment les convaincre, il faut vraiment choisir, n'est-ce pas, les émotions. La présidentielle, c'est également le mystique. Dans les différents états-majors, ce volet est assuré par certains hommes de l'ombre. Ils opèrent en toute discrétion, en éclaireurs, combattent les mauvais sorts et tout esprit maléfique. La route vers le palais est en plein d'obstacles. Il faudra user de toutes ses forces et tactiques avant d'y parvenir. Et une fois installé dans le fauteuil tant convoité, c'est maintenant que démarre le travail d'un véritable président. Qui sera-t-il ?
Et en plein cœur de la campagne électorale, les rues se parent de couleurs et de visages prometteurs. Les affiches électorales fleurissent à chaque coin, témoignant de la fièvre politique qui s'empare du pays. Mais au-delà de leur omniprésence visuelle, quelle est réellement la fonction de ces affiches dans le jeu électoral? Question-réponse avec Amadou Diallo. Nous nous sommes promenés dans les rues de Dakar et à chaque fois, elles attirent notre regard. Les affiches des candidats se voient presque partout. Elles sont positionnées à des endroits stratégiques afin de bénéficier d'une bonne visibilité. Mais à quoi servent ces affiches? Quel message véhiculent-elles? Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus au CESTI pour rencontrer un spécialiste en la matière. L'affiche électorale constitue un condensé, du programme politique du candidat. Et également, on a l'habitude de dire que quand on parle d'une affiche électorale, c'est un ensemble de signes scripto-visuels inscrits sur une surface plane, notamment le papier. Et de ce point de vue-là, ce qui est recherché fondamentalement par les hommes politiques, c'est essentiellement non seulement ce qu'on appelle la règle des 3 fers, c'est d'abord se faire connaître, faire aimer et faire agir. Dans le faire connaître, donc là, c'est essentiellement l'identité. Donc un candidat, il se présente à l'élection, c'est pour vous dire au peuple sénégalais que je suis candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est ce qu'on appelle le faire connaître, c'est ce qu'on appelle la visée cognitive. Ensuite, on a donc là, un faire aimer, la dimension affective. Donc, là, parce que l'image également permet plus ou moins de susciter une adhésion par rapport donc, là, à l'homme politique. Ce n'est pas pour rien qu'ils vont bien soigner, donc, là, le contenu donc, de l'affiche. Ça, c'est la visée essentiellement donc, là, affective. Et le troisième faire, c'est un faire, donc, là, faire agir. C'est la dimension, c'est la visée conative. Les 2 premiers fers vont se traduire par un troisième fer, c'est agir sur l'électeur de façon à l'inciter donc là, le jour du vote, à prendre le bulletin du candidat et à le mettre dans l'urne. L'objectif d'une affiche électorale ou politique est de favoriser l'élection de la personne ou du groupe qu'elle promeut. Et si on fait le constat, souvent, les messages qui sont transcrits, ce sont des messages donc là, qui sont traduits souvent en Wolof. Parce qu'on a essentiellement un électorat, au-delà du français, on a un électorat donc là, plus ou moins qui peut être analphabète, qui pourrait donc là également s'intéresser à un tel message. Mais également, le fait que ces messages soient transcrits en Wolof, également, on essaie donc de travailler aussi l'imaginaire social, les imaginaires sociaux donc, des Sénégalais. Parce qu'un message qui est transmis en Wolof a beaucoup plus d'impact qu'un message qui est transmis en France. Parce qu'on s'adresse à des électeurs qui sont censés, donc, le jour du vote, voter pour tel candidat ou tel autre. L'affichage électoral accompagne les processus d'élection. C'est un élément important de la stratégie de campagne des candidats. Il permet de communiquer rapidement et de manière efficace avec le public, ou plutôt l'électorat. Dans un geste de générosité désormais traditionnel, la RTS a procédé à la remise de kits alimentaires et d'enveloppes financières à ses prédicateurs religieux, marquant la rupture du jeûne du Ramadan. Cette année, 44 bénéficiaires ont été honorés lors d'une cérémonie empreinte de solidarité et de fraternité, présidée par le directeur général Racine Talla, perpétuant ainsi une tradition bien ancrée depuis 12 ans. Lamine Touré. Panier rempli au contenu diversifié destiné aux collaborateurs religieux de la RTS en présence de l'autorité de tutelle. La traditionnelle cérémonie de remise de kits alimentaires pour la rupture du jeûne a connu des moments importants de témoignage et de reconnaissance vis-à-vis du directeur général. Depuis 2012, il en va ainsi dans le sens de la solidarité. Votre arrivée à la tête de la RTS, vous ne cessez d'œuvrer pour l'épanouissement de tous les travailleurs de la société. Je suis un témoin vivant de toutes ces actions. Exemple, nous avons aujourd'hui 5 billets d'avion pour la Mecque, rien que pour les prestataires religieux. Seigneur, donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre cher Sénégal. Oui, Seigneur, nous te prions de bénir ce pays, de donner beaucoup de grâce et de bénédiction au DG, à son équipe, à toute la RTS. Cette année, musulmans et catholiques partagent des moments de soumission et de sacrifices religieux. La RTS s'est inscrite dans cette dynamique en assistant de manière symbolique ses prédicateurs religieux. La religion représente beaucoup dans la grille des programmes, soit la religion catholique, que ce soit
la religion musulmane, toutes confréries confondues, soit aussi les protestants, parce qu'on ne peut pas parler d'un pays comme le Sénégal sans faire référence à la religion qui est devenue une composante de la culture. 44 collaborateurs religieux de la RTS ont pu bénéficier de cet accompagnement symbolique de l'huile, du riz, du lait, du sucre, entre autres aliments fortement consommés pendant le carême et le ramadan. Cette cérémonie a vu la participation des entités sociales et d'autres segments de l'entreprise. Le directeur général de la RTS a sollicité des prières auprès de ses guides religieux pour le succès de la mission de service public de la RTS. À ce titre, les prédicateurs lui ont rendu un hommage mérité de cette manière. Le monastère de Keur Moussa a vibré au rythme de la foi avec le 10e week-end d'évangélisation des hommes. Plus de 500 fidèles chrétiens se sont rassemblés dans une atmosphère de prière et de méditation. Cette rencontre spirituelle marque également un jalon important, les 30 ans de la communauté d'évangélisation Jeune Espérance. Philomène Constance Diagboy. La paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam a servi de point de rencontre à ses membres de la vie montante pour l'activité du jour, celle d'aller rendre visite à un des leurs en cette période de carême. Je suis arrivé, j'ai pris en 2019 ce qu'on appelle le mouvement de la vie montante au Sénégal, pour essayer de réactiver, car ce mouvement, disons-nous, a eu à perdre d'abord de son efficacité. Pourquoi? Parce que un peu partout dans le Sénégal, là où le mouvement était, il n'y avait plus de relais. Il n'y avait plus de relais, il n'y avait plus personne qui était là pour réactiver. Donc nous avons eu à reprendre. Et c'est ainsi qu'on a remis, actuellement, nous avons ce qu'on appelle le diocèse, un responsable du diocèse, et moi qui suis national. Le groupe complet, l'on se dirige dans l'un des quartiers résidentiels de Dakar, à la Villa Nazareth. L'hôte, sourire aux lèvres, les accueille. Je suis vraiment très heureux que cette vie montante soit venue me voir. Et vous avez vu comment j'ai rappelé que je connais effectivement le mouvement déjà encore à Kaolack. Oui, c'est ça. Je connaissais déjà le mouvement depuis que j'étais à Kaolack. Et quand je suis venu à Dakar, j'ai pu participer à plusieurs de leurs activités, en particulier la journée annuelle de clôture du programme avec des conférences et avec une messe de clôture. Malheureusement, la difficulté de déplacement m'empêche de continuer à faire ce travail, de leur dire la messe, leur parler, mais je suis toujours de tout cœur avec eux. En tout cas, je les remercie de ce beau geste qu'ils ont fait de venir me voir et je continue à prier avec eux. Grande joie que nous tenons à cœur sous la houlette éventuellement d'une section du doyen de Grand Dakar Yoff. Et là, je félicite en qualité du coordinateur que je suis, coordinateur national, je félicite l'engouement et l'efficacité que Alain Diène et son équipe ont eu à avoir pour prendre cette initiative d'aller rendre ces personnes âgées. Certes, c'est une personne d'église, mais aussi c'est une personne âgée qui comprend mieux, qui a eu un vécu. Et ce vécu doit permettre à nous jeunes, par rapport à lui, à nous jeunes, d'apprendre et d'appréhender un peu ce que c'est sa vie, de prendre un peu de sa sagesse. Cette visite a ravi plus d'un. C'est l'effet recherché par ce mouvement peu commun, aider les personnes âgées à mieux vivre leur vieillesse et se sentir moins seules et utiles. Dans une certaine catégorie d'âge, et entre nous, on ne se dérange pas. On farce, on rigole, on se parle de nos petites misères. Et là, on est entre nous. Il n'y a pas de gêne. Parce que généralement, quand on suit certains autres mouvements d'église, il y a des jeunes. Et quand il y a des jeunes, quand il y a nos enfants, quand il y a nos petits-enfants, on se réserve un tout petit peu. Mais entre nous, vraiment, on se laisse aller. Et ça, c'est une nouvelle vie que nous avons. Et cette nouvelle vie nous permet justement, quand nous allons en confesse, justement, de pouvoir y aller avec un cœur léger. Parce que nous allons avec les gens qui sont comme nous. On a fait les mircous ensemble,
Donc on a fait toutes sortes de misères de jeunesse ensemble, on ne va pas se déranger. Et surtout peut-être qu'il y aura un prêtre qui aura un certain âge, il peut nous confesser. Voilà. Pour faire aussi la catéchisme, on peut se faire la catéchisme entre nous. En Afrique, la personne âgée reste en famille, mais il est très bon que les personnes âgées dans le même quartier, d'une même paroisse pour nous chrétiens, puissent avoir ce mouvement qui leur permet de se retrouver régulièrement. Se retrouver pour prier ensemble, se retrouver pour échanger les points de vue et peut-être même, comme ils le font, décider d'actions communes à mener. Vous avez parlé de visite des malades, visite des personnes âgées, etc. Donc ça permet vraiment d'organiser les efforts que chaque personne âgée peut et doit faire pour continuer à rayonner dans son milieu. Malgré leur âge, certains gardent une énergie de jeunesse qu'ils aimeraient partager, raison pour laquelle ils tiennent différentes activités tout au long de l'année pastorale. Nous, notre focus, c'est quoi? C'est la Vierge d'abord. Et c'est ainsi que nous avons une devise qui appelle à la spiritualité, l'amitié et l'apostolat. Donc c'est ainsi que nous faisons les messes de clôture, les messes d'ouverture et le pèlerinage. Et en plus de ça, pendant le temps de carême, au moment où nous sommes, il y a ce qu'on appelle des conférences, des partages d'évangile. Parce que la catéchèse est encore beaucoup plus forte pour nous. Nous, anciens, très souvent, d'aucuns oublient même. Et on renforce la catéchèse. Et nous allons vers les prêtres pour nous permettre au moins d'avoir beaucoup plus encore ce qu'on appelle la catéchèse. Toutefois, ces aînés invitent les plus jeunes à mieux les assister dans leurs projets. Ce que nous disons à nos jeunes-là, les croix que nous portons, ce sont les croix que nous posent nos enfants, justement. Et nous faisons appel à ces enfants-là. Parce que quand on parle de vie, quand on parle d'activité, il faut des ressources financières. Et malheureusement, nous sommes tous des retraités. Et les retraités, ça râle toujours quand on parle de l'argent. Ça râle, ça râle. Mais nos enfants, on les a éduqués pendant des années, des dizaines d'années. Maintenant, ils travaillent, ils ont leur foyer. Il faut que nos enfants puissent venir à notre aide. Quand nous devons justement aller à Popenguine, quand nous devons aller justement à Mont-Roland ou bien faire une autre activité, quand nous devons faire nos journées culturelles, disons, mais il faut que les jeunes soient avec nous, qu'ils puissent aussi nous prendre en charge. Pendant des années, on a payé pour nos enfants, et au moins une fois en passant, que nos enfants paient pour leurs parents, je ne pense pas que ce soit trop demandé à nos enfants. Le mouvement Vie montante se veut un lieu d'entraide et de convivialité. Au Sénégal, il accueille en son sein des styles bien différents, des nouveaux retraités jusqu'aux grands aînés. Le mouvement VMI continue d'agir pour que la place des retraités soit plus effective et mieux reconnue dans la société. Il s'agissait plutôt de la rubrique Carême qui s'est intéressée ce week-end à la Vie montante, une communauté catholique fervente et engagée qui nous a ouvert ses portes pour partager ses traditions et réflexions en cette période de recueillement. Reportage signé Philomène Constance Diagne-Boy. Ainsi va l'actualité de ce samedi soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.